En 2026, je ne connais pas un seul développeur qui n'utilise pas l'IA. Que ce soit Claude Code, Cursor, Codex, Kimi, tout le monde a son petit préféré. Tout le monde génère du code et tout le monde gagne du temps, en théorie. Parce que dans la pratique, on observe souvent quelque chose de différent. Des devs qui collent du code sans le comprendre, des devs qui se retrouvent bloqués dès que l'IA ne répond pas ce qu'ils attendaient, pourtant c'est ce qu'ils ont demandé, ou encore des devs qui utilisent l'un des outils les plus puissants de l'histoire du développement comme un moteur de recherche boosté. Et le pire dans tout ça, ce n'est même pas un problème de niveau. J'ai vu des seniors tomber dans les mêmes pièges que les juniors. Moi-même, j'ai mis des mois avant de comprendre que je me trompais complètement d'approche. Alors dans cette vidéo, on va parler de ça. Les erreurs les plus fréquentes avec l'IA en 2026 et comment vraiment s'en servir et pas juste s'en servir. Il y a quelques mois, j'ai suivi le cours d'Anthropic Building with Claude AI. Comme son nom l'indique, c'est un cours sur comment construire avec l'IA des agents autonomes, des pipelines intelligents et des systèmes qui prennent des décisions. Et à mi-parcours de ce cours, j'ai eu un moment de malaise. Parce que j'ai réalisé que depuis des mois, j'utilisais l'IA exactement comme Monsieur Tout-le-Monde. Je lui posais des questions, j'analysais les réponses, je copiais et je passais à la suite. J'avais un outil capable de piloter des workflows entiers et je l'utilisais comme Stack Overflow qui répond plus vite. Ce cours m'a obligé à revoir ma façon de travailler de zéro. Et depuis, j'ai constaté une différence réelle sur ma productivité, sur la qualité de mon code et même sur ma façon de concevoir les solutions. Donc dans cette vidéo, je vais te partager ce que j'aurais voulu savoir bien plus tôt. On va voir 4 erreurs très concrètes que la majorité des devs font avec l'IA, des erreurs que moi-même j'ai faites. Ensuite, on va parler de ce qui change vraiment quand tu corriges le tir et notamment d'une compétence qui va devenir incontournable pour tout développeur dans les prochaines années. Tu n'as pas besoin d'être senior pour appliquer ce qu'on va voir aujourd'hui. Tu as juste besoin d'être prêt à changer ta façon d'interagir avec ces outils. Commençons par l'erreur la plus répandue et probablement celle que tu fais en ce moment même. Tu traites l'IA comme un moteur de recherche glorifié. Dis-moi si ça te parle. Tu as un bug, tu copies le message d'erreur, tu le colles dans Codex ou Claude, il fait le fixe et tu valides. Ou tu veux implémenter une nouvelle feature, tu tapes comment faire une authentification JWT avec Spring Boot, tu obtiens un bloc de code, tu l'intègres à ton projet et tu passes à autre chose. C'est exactement comme ça que j'utilisais l'IA au début. Question, réponse, suivant. Le problème, ce n'est pas que ça ne fonctionne pas. Parfois, ça fonctionne même très bien. Le problème, c'est que tu passes à côté de plus de 80% de ce que l'IA peut faire. Parce que l'IA, ce n'est pas un moteur de recherche. Ce n'est même pas un assistant. C'est une plateforme. Avec l'API de Claude, par exemple, tu peux construire des agents qui lisent tes fichiers, qui naviguent dans ta codebase, qui exécutent des actions et qui prennent des décisions. Tu peux créer des pipelines entiers où l'IA analyse, génère, valide et itère sans que tu n'aies à intervenir à chaque étape. Sur Spring Boot, typiquement, ça veut dire qu'un agent qui lit tes entités JPA, génère les DTO correspondants, vérifie la cohérence avec tes endpoints existants et te signale les incohérences. Et tout ça automatiquement. Ce niveau d'usage existe et il est même accessible aujourd'hui. Mais tant que tu t'arrêtes à la logique question-réponse, tu ne l'atteindras jamais. Mais même dans un usage basique, il y a une erreur encore plus dangereuse que celle-là. Parce qu'elle peut te faire livrer du code éclaté sans que tu le saches. Erreur numéro 2, tu lui fais confiance sans vérifier. L'IA génère du code propre, bien indenté, bien structuré, avec des noms de variables qui ont l'air cohérents. Et c'est exactement le problème, parce que le cerveau humain associe ça a l'air propre à ça fonctionne. Et avec l'IA, ce raccourci mental peut te coûter très cher. J'ai eu le cas sur un projet Spring Boot. J'avais demandé à Claude de générer une configuration Spring Security pour sécuriser mes endpoints. Le code était impeccable, lisible, cohérent, bien commenté. Je l'ai intégré, les tests passaient et j'ai mergé. 2 jours plus tard, je réalise qu'un endpoint critique n'était pas protégé. L'IA avait utilisé une syntaxe deprecated silencieusement ignorée par le framework. Ce n'est pas une erreur exceptionnelle, c'est une erreur structurelle de l'IA car elle ne sait pas qu'elle ne sait pas. Elle génère ce qui est statistiquement plausible et pas ce qui est forcément correct pour ton contexte, ta version ou ton architecture. Les dépendances peuvent être obsolètes ou les API peuvent avoir changé. La logique peut être plausible en surface et fausse dans ton cas précis. Alors la règle que j'applique systématiquement est simple. Tout ce que l'IA génère, je le relis vraiment. Pas en diagonale, je le lis comme si c'était du code écrit par un stagiaire très confiant. Maintenant, si l'IA fait des erreurs, ce n'est pas uniquement de sa faute. Parce que la qualité de ce qu'elle produit dépend directement de ce que tu lui envoies. Et là, la majorité des devs font une erreur évitable. Erreur numéro 3, tu lui donnes un contexte de misère. Voilà le prompt que j'envoyais il y a encore un an. Crée-moi un endpoint REST pour gérer les utilisateurs. C'est tout. Pas de contexte, pas de contraintes, même pas d'architecture existante. Et l'IA répondait. Elle générait quelque chose, un truc générique qui ne correspondait à rien de ce que j'avais vraiment besoin. Alors je relançais, je précisais et elle régénérait. 5 échanges plus tard, j'avais quelque chose d'à peu près utilisable. Mais j'avais brûlé du temps, de l'énergie et beaucoup de tokens inutilement. Parce que oui, les tokens ont un coût. Pas toujours financier dans un usage personnel, mais un coût en contexte, en cohérence et en précision de réponse. Plus tu forces l'IA à deviner, plus elle s'éloigne de ce dont tu as vraiment
vraiment besoin. Et plus tu allonges la conversation pour corriger le tir, plus tu dilues la qualité de ses réponses suivantes. Un prompt efficace, c'est l'inverse. Tu donnes tout dès le départ. Prompt inefficace, crée-moi un endpoint REST pour gérer les utilisateurs. Prompt riche en contexte, tu travailles sur un API Spring Boot avec Jakarta. J'ai une entité user avec les champs ID, email, role. Je veux un endpoint post/user qui valide les données avec le package validator, retourne user.dto sans le mot de passe et lève une exception métier si l'email existe déjà. Utilise le style que j'ai déjà dans le contrôleur account controller. La différence de résultat entre ces deux prompts est massive. Le deuxième génère quelque chose d'intégrable directement. Le premier génère quelque chose qu'il faudra réécrire. Et ce n'est pas juste une question de confort, c'est une question d'efficacité réelle. Un dev qui sait construire un prompt précis dès le premier essai va 10 fois plus vite que celui qui itère à l'aveugle. C'est pour ça que le prompt engineering, ce n'est pas un buzzword, c'est une vraie compétence de développeur. Et on y reviendra plus tard parce que c'est probablement la compétence la plus sous-estimée de 2026. Mais avant ça, il y a une quatrième erreur. Celle-là, je la considère comme la plus coûteuse. Parce qu'elle concerne non pas comment tu codes avec l'IA, mais comment tu réfléchis avec cet outil. Erreur numéro 4, tu l'utilises pour coder, pas pour penser. On est à mi-chemin de cette vidéo. Et si tu es encore là, c'est probablement parce que tu te reconnais dans au moins une de ces erreurs. Garde ça en tête parce que ce que je vais te dire maintenant, c'est ce qui a le plus changé ma façon de travailler. Voici l'erreur numéro 4. Tu utilises l'IA pour produire du code, mais tu ne l'utilises pas pour concevoir tes solutions. Et la différence est énorme. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu as un nouveau module à construire, est-ce que tu demandes à l'IA de générer le code directement ou est-ce que tu lui soumets d'abord ton raisonnement pour qu'elle le challenge avant que tu écrives la première ligne? Prenons un exemple réel. Sur Chasify, j'avais à concevoir un système de relance automatique de factures. Mon premier réflexe aurait été de partir sur une implémentation Spring Batch classique. Avant de coder quoi que ce soit, j'ai soumis mon approche à Claude. J'ai décrit le contexte, les contraintes et les volumes attendus. Et j'ai demandé, est-ce que cette approche tient la route? Qu'est-ce que tu changerais? La réponse a pointé deux problèmes que je n'avais pas anticipés. Un risque de contention sur les jobs parallèles et une meilleure alternative avec Spring Integration pour mon cas précis. Je n'avais pas encore écrit une seule ligne de code et j'avais déjà évité 2 semaines de refactoring. C'est ça, utiliser l'IA pour penser. Ce n'est pas qu'un générateur de code, c'est un interlocuteur technique disponible H24 qui ne juge pas tes questions, qui ne se fatigue pas et qui peut challenger ton architecture aussi bien qu'un senior expérimenté si tu lui donnes le bon contexte. Alors maintenant qu'on a vu ce qu'il ne faut pas faire, voyons ce qui marche vraiment et notamment cette compétence dont je t'ai parlé tout à l'heure, que je considère comme incontournable pour tout dev en 2026. Le prompt engineering, c'est ce mot qui fait rigoler la moitié des devs. Pour beaucoup, c'est juste écrire des messages à un chatbot. Et donc, ça ne s'apprend pas, ça se devine ou bien ça va à l'intuition. Et d'autres pensent même que dans 6 mois, l'IA comprendra toute seule. Personnellement, je pense que c'est une erreur de lecture profonde de ce qui est en train de se passer. Le prompt engineering dans un contexte de développement, ce n'est pas apprendre à dire s'il te plaît à ChatGPT. C'est savoir structurer ta pensée pour la rendre exploitable par un système intelligent. Délimiter un problème, poser des contraintes, fournir le bon contexte, le tout de manière concise et précise. Ce sont exactement les mêmes compétences que tu utilises quand tu écris les specs techniques, quand tu rédiges un ticket Jira ou quand tu expliques un problème complexe à un collègue. Le prompt engineering, c'est de la communication technique et ça ne sera jamais obsolète. Alors voilà comment je structure mes prompts aujourd'hui. Avec 4 éléments systématiques. 1. Le rôle. Je dis à l'IA qui elle est. Je donne un rôle spécifique à l'IA dans ce contexte. Par exemple, tu es un expert en Spring Boot 3 spécialisé en sécurité applicative. Ça permet de calibrer immédiatement le niveau et le registre de la réponse. 2. Le contexte. Je décris mon environnement technique précis. Version de Spring Boot, stack utilisé, contraintes métiers, code existant si pertinent. Pas de roman, mais des éléments qui changent la réponse. 3. La tâche. Ce que je veux exactement. Une action claire, un livrable précis et un format attendu. Exemple, génère un filtre de Spring Security qui, pas aide-moi avec Spring Security. 4. Les contraintes. Ce que je ne veux surtout pas. Et croyez-moi, ce dernier, c'est le plus important. Parce que c'est aussi là que tu optimises les tokens. Quand tu cadres précisément ce que tu veux, l'IA ne part pas dans tous les sens. Elle ne va pas te générer 5 variantes quand tu n'en veux qu'une seule. Donc, un prompt bien construit dès le départ, c'est moins d'échanges, moins de tokens consommés et une réponse utilisable du premier coup. En gros, c'est un investissement de 30 secondes qui t'économise 5 minutes à chaque fois. Et si tu multiplies ça par le nombre de fois que tu interagis avec l'IA dans une journée de travail, le delta devient significatif très vite. On a couvert beaucoup de choses aujourd'hui. Avant de conclure, laisse-moi te résumer l'essentiel en 3 idées. La première, l'IA n'est pas un moteur de recherche ou un assistant. C'est une plateforme et tu n'en vois encore qu'une fraction de ce qu'elle peut faire. En 2, ce que l'IA te donne dépend directement de ce que tu lui apportes. Contexte pauvre, résultat pauvre. Contexte riche, résultat exploitable. C'est aussi simple que ça. Enfin 3, le prompt engineering, ce n'est pas une tendance. C'est une compétence de fond qui va prendre de la valeur à mesure que l'IA prend de la place dans nos workflows. Les devs qui l'ignorent aujourd'hui vont le regretter demain. L'IA ne remplace pas le bon développeur.
elle amplifie ce qu'il apporte. Si tu apportes peu, elle amplifie peu. Si tu apportes ta rigueur, ton contexte, ta réflexion, elle devient un levier réel. C'est tout ce qu'il faut retenir. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, laisse un like, ça m'aide vraiment à faire connaître la chaîne et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je lis tous les commentaires et les meilleures réponses m'inspirent souvent les prochaines vidéos. Et si tu veux aller plus loin sur Spring Boot, j'ai une vidéo qui devrait t'intéresser juste ici.